Charles Manson. Première partie, l'éducation d'un hors-la-loi. Le 19 avril 1971, à Los Angeles, Californie, Charles Miles Manson entendit le juge Charles H. Holder prononcer le verdict suivant. Ma décision longuement réfléchie est que non seulement la peine capitale est la seule réponse possible aux actes commis, mais aussi que les circonstances l'imposent. Je m'associe au procureur pour dire que si l'on ne condamne pas à mort dans cette affaire, quand le fera-t-on ? La Chambre de l'application des peines a reçu l'ordre de vous remettre à la garde du directeur de la prison de l'État de Californie à San Quentin, afin qu'il exécute le verdict selon la loi de l'État de Californie. Dans la salle d'audience se trouvaient, aux côtés de Manson, les trois co-accusés, Susan Atkins, Leslie Van Houten et Patricia Krenwinkel. Le 29 mars 1971, un jury les reconnut coupables des meurtres de Sharon Tate Polanski, Abigail Folger, Wojtek Frykowski, Jay Sebring, Steven Parent, Leno LaBianca et Rosemary LaBianca. À une date ultérieure, Manson reçut la même sentence pour 2 autres meurtres, tout comme 4 autres accusés. Robert Beausoleil, Charles Watson, Bruce Davis et Steve Grogan. Beausoleil fut reconnu coupable du meurtre de Gary Inman. Davis et Grogan étaient impliqués dans celui de Donald Shea, alias Shorty. Watson était membre du groupe ayant perpétré les assassinats d'Tate LaBianca. Newell Emmons. Les prisons, donc ça y est, ça commence, chapitre 1. Donc là, c'était écrit en italique, comme ça. Voilà. Hop. J'articule pas très bien parce que en ce moment, la nuit, je mets un appareil pour réparer ma mâchoire. Bon, bref. Les prisons, les tribunaux et les cellules sont toute ma vie depuis mes 12 ans. Arrivé à ma 16e année, je n'avais déjà plus la moindre peur du système pénitentiaire et de ce qu'il pouvait m'infliger. Mais les détenus étant par nature imprévisibles, restait en revanche la possibilité très réelle que mon destin soit de mourir en prison, d'autant que le procureur, les médias et des membres de l'application des peines s'ingéniaient à mettre la puce à l'oreille des taulards en affirmant des trucs comme « En raison de la gravité de ces crimes, Manson sera une cible de choix pour les prisonniers en quête d'attention et de notoriété. » Quand j'ai entendu Holder me condamner à mort, j'ai compris qu'il agissait avec la pleine autorité du système judiciaire californien, mais je savais aussi que je ne serais jamais exécuté par l'État de Californie. Mourir en prison peut-être, mais exécuté par l'État, non. J'avais raison. Moins d'1 an passé dans le couloir de la mort et la peine capitale fut abolie dans l'État de Californie. Tous ceux qui attendaient leur exécution virent leur sentence automatiquement commuée en prison à perpétuité. Pour la plupart d'entre eux, c'était un nouveau départ. Moi, je ne ressentais aucune exaltation particulière et me posais une seule et unique question. Qu'est-ce qui va encore me tomber dessus à présent ? Ma paranoïa était plus que justifiée. La nature des crimes qui m'étaient reprochés, comme l'énorme publicité générée par mon arrestation et la durée des procès ayant fait de Charles Manson le nom le plus craint et le plus haï du moment, une croix que je continue à porter depuis ma capture en 1969. Oui, parce que Charles Manson, il s'est gravé une croix gammée sur le front. Et plein de gens ont fait comme lui. Plein de suivistes. Grâce aux conditions de sécurité renforcées et à l'isolement du reste de la population carcérale, ces mois dans le couloir de la mort ont été les plus agréables et tranquilles que j'ai vécus ces 17 dernières années.
Mais depuis, je suis un cas à part dans le système pénal californien. Et, de ce fait, je dois passer mon temps à esquiver les lames, les couteaux et les menaces de mort des autres détenus, sans oublier de garder un œil sur chaque maton s'approchant de moi. La dernière fois, et la plus notable, que j'ai failli y passer, c'était dans la salle de travaux manuels du California Medical Facility. J'étais assis sur un tabouret devant une table et je travaillais de l'argile. Je commençais à peine à m'essayer à la sculpture et j'étais totalement absorbée par ce que je faisais. Si absorbée que, pour l'une des rares fois depuis que j'étais enfermée, j'avais relâché ma garde sur ce qui se passait autour de moi. Je n'ai pas entendu les bruits de pas, ni perçu la présence de quelqu'un à mes côtés, jusqu'à ce que je sente un liquide froid me couler sur la tête, détrempant mes cheveux, mon visage et mes vêtements. Totalement surpris, je me suis levé et j'ai regardé d'où venait le liquide. Mes yeux brûlaient déjà sous l'effet de la substance, un diluant hautement inflammable. Aussi, est-ce avec une vision brouillée que j'ai aperçu mon assaillant, un enfoiré de Krishna, barbu et cheveux longs, en train de me balancer une allumette enflammée à la figure. Je n'ai pas eu le temps d'empêcher la flamme de m'atteindre et, comme une bombe qui explose, je me suis instantanément transformée en torche humaine. Les cheveux, le visage et les fringues en feu, je me suis ruée sur l'attaquant. Il m'a échappé. La douleur et mon instinct de conservation m'ont empêché de le poursuivre. Je suis tombée au sol et j'ai plaqué sur ma tête ma veste en train de brûler pour tenter d'étouffer le diluant en flammes. Il y avait un maton et plusieurs détenus dans la pièce, mais j'avais appris depuis longtemps à n'attendre ni aide ni sympathie de qui que ce soit. Je ne pensais d'ailleurs pas à ce que bricolaient les autres, puisqu'à cet instant, je me préoccupais uniquement de trouver le moyen de stopper le feu. J'évaluais également ma vulnérabilité au cas où l'enfoiré de Krishna déciderait de remettre ça. Mais tout d'abord, je devais venir à bout des flammes. Heureusement, le mec se contentait de me regarder lutter et ne s'approchait plus de moi. J'ai cramé pendant 45 secondes. Ça me rappelle des souvenirs. Peut-être une minute, assez longtemps pour y laisser l'intégralité de mon système pileux. Mon crâne, mon visage, mon cou, mon épaule, mon bras et ma main gauche ont été brûlés au 3e degré. J'ai passé plusieurs jours à l'hôpital, les premiers dans un état critique. Cette attaque n'avait rien à voir avec qui je suis ou ce dont on m'accuse. C'était la conséquence d'une discussion sur la religion qui s'était tenue la veille du jour où je suis devenue une torche humaine. Le type qui a lancé l'allumette est aussi barjot et ignorant des lois que la plupart des gens imaginent que je le suis. Cependant, tout comme moi, il ne se considère pas comme un freak, à la personnalité détraquée, mais comme quelqu'un pour qui vivre selon les lois et les valeurs de votre société n'a jamais été une option. Mon nom est Charles Miles Manson. Au moment où j'écris ces lignes, j'ai 51 ans. Si je m'étire suffisamment et que je triche un peu en soulevant légèrement mes pieds du sol, je peux atteindre 1,64 m. Je crois avoir pesé un bon 63 kilos à une époque, mais au cours de mon emprisonnement, je suis descendue une ou deux fois à 52 kilos. On l'aura compris, je ne suis pas du genre grosse brute taillée comme un déménageur. Mais je peux l'ouvrir aussi grande que les plus costauds. En 1970, avant et pendant les procès qui ont abouti à ma condamnation, j'ai récolté plus de couvertures de magazines et d'articles que Coca-Cola n'a eu de publicité. La plupart des histoires et des articles écrits à mon sujet laissent entendre que je suis née avec des dents de vampire et des cornes de bouc. Ah, comme moi. Ils disent que ma mère était une prostituée, que j'étais un morveux de naissance et que mes couches, quand j'en avais, étaient remplies de merde qu'on voyait souvent couler le long de mes guiboles crasseuses. Il y en a qui racontent qu'avant d'avoir atteint l'âge de 5 ans, je mendiais dans les rues, taxant de la bouffe pour nourrir mon sale museau. À 7 ans, mes premiers disciples volaient et m'apportaient les restes de leur butin. Je n'avais pas 9 ans que je possédais un flingue et m'en servais pour détrousser les vieux et les faibles.
Avant mes 12 ans, j'avais déjà violé la fille du pasteur et étranglé son petit frère pour l'empêcher de me balancer. À 13, mon casier judiciaire aurait pu faire de moi une huile chez Nixon ou un boss de la mafia. La drogue que je fourguais rendait accro les enfants de cœur qui se mettaient à voler l'argenterie. J'avais recruté certaines des nanas à qui j'avais lavé le cerveau parmi les gamines du coin, âgées de 12 ans maxi. Afin de me prouver leur amour, elles me donnaient l'argent qu'elles gagnaient en faisant des passes et en jouant dans des films porno. Ce n'est pas comme ça que vous m'imaginez ? Les fameux procureurs et juges, sans oublier mes prétendus disciples, et les médias, ne vous ont-ils pas servi cette image sur un plateau ? Ça changerait quelque chose si je disais que je n'ai pas choisi ma mère, ou que, né bâtard, j'étais un hors-la-loi dès mon premier jour ? Que durant mes prétendues années d'apprentissage, je n'avais strictement aucun contrôle sur ma vie ? Et, vous savez, on m'avait déjà trimballé partout et confié à des étrangers, inconnus de mes proches, avant même que je sois assez grand pour m'en souvenir. Le rejet, bien plus que l'amour ou même l'acceptation, fait partie intégrante de ma vie depuis ma naissance. Est-ce que vous pouvez comprendre ça ? J'en doute. Et à ce stade de mon existence, j'en ai rien à foutre. Mais on m'a souvent demandé d'où venait ma philosophie, mon cynisme et mon comportement social. Donc, sans essayer de changer l'opinion publique, j'ai décidé de raconter ma vie comme je l'ai vécue et comme je m'en souviens au type qui rapporte mes propos. Newell Emmons. Partout ailleurs, vous avez déjà lu Charlie est comme ci, Manson est comme ça, et diverses versions de l'histoire de la famille. Mais personne n'est jamais tout ce qu'on dit ou qu'on croit de lui. D'ailleurs, ça y est, j'ai commandé un t-shirt. Ah non, je vais le commander. Un t-shirt Charles Manson. Ah bah oui. On a écrit des tas de bouquins et on en écrit encore. On a réalisé des films et sans aucun doute, on en réalisera d'autres. Les médias ont eu ce qu'ils voulaient, un pantin à transpercer de coups d'épée. Tous se sont emparés de mes mots et de mes pensées et les ont déformés pour publier leur version tordue. Désinformation, sensationnalisme et citations fabriquées. Mon lot quotidien, à tel point que la vie ici-bas a fini par ne plus rien représenter pour moi. C'est toujours vrai à ce jour. Mon corps est captif, prisonnier, enfermé par une société qui crée des gens comme moi, mais mon esprit s'est installé dans une sorte de chambre mentale qui n'est pas de ce monde. J'ai appris que pour être soi-même, il ne faut jamais prononcer un mot, émettre un son ou faire le moindre mouvement, ne serait-ce qu'un clin d'œil, en présence d'un tiers, parce qu'alors une opinion se forme. Oh, c'est beau ça, purée. N'importe quel psychologue autoproclamé se met à vous analyser et vous décrit à qui veut l'entendre de telle manière que vous ne vous reconnaissez même plus. Et ouais, moi je suis pas une analyste, je suis une synthétisatrice. Non, je suis une synthétiseuse. Il y a les gens qui utilisent la synthèse et ceux qui utilisent l'analyse. Les analystes, c'est un peu comme des sodomites. Je n'ai rien contre la sodomie, mais faut prévenir les gens avant de le faire. Comme je l'ai déjà dit, les médias s'en sont donnés à cœur joie. Des rien du tout sont devenus riches et importants. De supposés membres de la famille Manson, reprenant subitement conscience, ont témoigné contre moi, mentant sans vergogne devant les tribunaux. Ils ont écrit des livres et vendu des interviews où ils minimisaient leur rôle, mettant tout sur le dos de Charlie. Des avocats des deux parties, défense et accusation, ont fait fortune grâce à leur association avec les procès de la famille Manson. Mon sentiment ? J'ai été violé et détruit par la société, baisé par des avocats et des amis, pompé jusqu'à la moelle par les tribunaux, passé à tabac par les matons, exhibé en prison comme une bête curieuse. Et tout ça en dépit du fait que mes propos n'ont jamais été relatés et encore moins publiés tels que je les ai énoncés. Je n'ai donc, à ce stade, rien à perdre ou à gagner en racontant mon histoire
telle que je la connais. À ce jour, j'ai passé 37 ans, 37 de mes 51 années d'existence dans des maisons de correction, des foyers ou des prisons. Ces 17 dernières années, j'ai vécu comme un animal dans un zoo. La cage est presque la même, faite d'acier et de béton. On me nourrit comme on nourrit les bêtes, au travers de barreaux et à une heure donnée. Des gardes surveillent ma cage pour s'assurer qu'elle est toujours fermée et que je suis toujours en vie. Les visiteurs, quelle que soit la raison initiale de leur présence, posent tous la même question. Où est Charles Manson? Peut-on voir sa cellule? Et comme de bons gardiens de zoo, les matons s'exécutent. Voir Charles Manson dans sa cage, contempler ce rare animal sauvage, constitue le clou de leur excursion. Quant à moi, poussé par la curiosité, je me regarde dans un miroir pour voir si des cornes me sortent de la tête ou des crocs de la bouche. Et, à moins que le miroir ne mente, je ne vois rien. J'explore alors mon corps tout entier pour comprendre en quoi il diffère de celui des gens qui font le détour pour m'observer. De ces yeux qui clignent et fixes comme ceux de mes visiteurs, je vois un corps, deux bras, des mains, des pieds et une tête d'où poussent des cheveux au bon endroit, avec des yeux, un nez, des oreilles et une bouche. Je ne suis pas différent de ceux qui s'arrêtent pour me lancer des regards haineux, ni de vous qui êtes intéressés par ce que j'ai à dire. Pour commencer, si les journalistes et autres représentants des médias s'en étaient tenus dès le début aux faits tels qu'exposés par les enquêteurs, personne ne se souviendrait de Charles Manson. Mais comme tous, des auteurs de bouquins aux animateurs de télé ont exagéré, sinon inventé pour donner dans le sensationnalisme, rajoutant chacun leur touche d'agressivité. Moi et les gens qui vivaient avec moi sommes devenus des caricatures de ce que nous étions réellement, ou avions l'intention d'être. Presque toutes les histoires nous dépeignent comme des pervers drogués jusqu'aux oreilles. Dans un numéro de Rolling Stone, daté de juin 1970, figure un article intitulé Reportage exclusif. Charles Manson, l'incroyable histoire de l'homme le plus dangereux du monde. Certes, d'autres publications ont laissé entendre que les crimes n'étaient pas totalement dépourvus de fondement. Par exemple, le numéro de février 70 de Tuesday's Child avance que je pourrais tenir davantage du martyr révolutionnaire que du tueur endurci. Naturellement, moi et quelques autres embarqués dans cette folie, nous sommes empressés de nous rabattre sur tout ce qui semblait même vaguement sympathique. À l'époque, j'avais beaucoup entendu parler de ces deux articles sans en avoir lu aucun, mais depuis fin 69, je tombe sur les mêmes gros titres et les mêmes photos de moi presque quotidiennement. Tous me décrivent comme le leader d'un culte hippie qui a ordonné à des gens de tuer pour lui, le responsable des meurtres Tate LaBianca. Ils me font passer pour une espèce d'être supérieur, un mystique qui, rien qu'en regardant quelqu'un dans les yeux, est capable de lui faire faire tout ce qu'il veut. D'après eux, je suis le meneur par excellence, celui qui fait basculer les jeunes dans le crime et la violence. Sachant ce que je suis, comment j'ai été élevé et tout ce que j'ai déjà incarné, je considère ces histoires comme ridicules. Je suis consterné à l'idée que les lecteurs gobent ces mensonges et leur accordent autant de crédit que si c'était la Bible, mais je dois aussi tirer mon chapeau aux types qui ont créé cette image. Ces auteurs habiles qui savent comment exploiter le moindre détail et faire une montagne d'une taupinière. En réalité, je ne peux pas en vouloir au lecteur, vu qu'il m'arrive moi-même de me passionner pour ces histoires. Sauf que si je commence à croire que je possède réellement les pouvoirs qu'on m'attribue et que j'essaye de jeter un sort à un gardien, il ou elle me claque la porte au nez. Retour à la réalité. Je me rends compte que je ne suis rien de plus que ce que j'ai toujours été, un bon à rien foireux. Le but de ce livre n'est pas de contester mon statut d'homme le plus dangereux du monde, si c'est ce que je suis ou ai été, mais simplement de faire connaître un autre aspect d'un individu qui s'est vu comparé au diable. Car même le diable, si toutefois il existe, a commencé quelque part.
Je ne me rappelle pas avoir jamais entendu parler de la mère de ce bon vieux Lucifer. Par conséquent, je ne sais pas s'il est né un jour ou s'il a juste été inventé pour faire peur aux enfants. S'il a eu une mère, alors nous avons deux choses en commun. Dans le cas contraire, servir à instiller la peur dans l'esprit des gamins est le seul lien qui nous unisse. Quoi qu'il en soit, j'ai eu une mère. Son nom était Kathleen Maddox, née à Ashford dans le Kentucky, la cadette des 3 enfants issus du mariage de Nancy et Charles Maddox. Les parents de maman l'aimaient et faisaient de leur mieux pour l'élever, mais c'étaient des religieux fanatiques. Surtout grand-mère qui régnait sur la maisonnée. Elle était sévère, inflexible dans son interprétation de la volonté de Dieu et exigeait de tous ceux vivant sous son toit qu'ils se conforment à sa vision des choses. Pour grand-mère, montrer une cheville nue ou même sourire un peu trop gentiment à une personne du sexe opposé était un péché. Boire et fumer étaient interdits. Le maquillage était mal, et seules les femmes de petite vertu y recouraient. Jurer pouvait vous envoyer en enfer aussi vite que voler ou commettre l'adultère. Mon grand-père travaillait pour les chemins de fer B&O. Il bossait très dur, un bon esclave de la boîte et de ses patrons. Comme grand-mère, il vivait et prêchait la foi. Il n'était pas aussi autoritaire qu'elle, mais, tout comme ses enfants, il se trouvait sous sa coupe. Quand il tentait de montrer de l'affection à maman, par exemple, en lui touchant le genou ou en lui passant un bras autour de l'épaule, grand-mère lui reprochait aussitôt son comportement vulgaire. Pour conserver de bonnes relations avec elle, grand-père laissait sa femme diriger la maison. Pauvre homme. Dans ses vieux jours, on lui fit quitter le foyer qu'il avait fait vivre et il mourut dans un asile. La vie de ma mère se résumait à une interminable liste d'interdictions. De son réveil le matin à son coucher le soir, c'était « Non, Kathleen, cette robe est trop courte. Tes cheveux doivent être tressés. Ne te coiffe pas comme une effrontée. Rentre directement de l'école et que je ne t'attrape pas à parler à des garçons. Non, tu ne peux pas aller au cours de danse. Nous allons à l'église. Kathleen, dis la bénédiction avant de manger. N'oublie pas tes prières avant d'aller au lit et demande pardon pour tes péchés. » En 1933, ma mère s'enfuit de la maison. Elle avait 15 ans. Fut forcée de s'enfuir convient sans doute mieux à la réalité. Certains ont écrit que maman a été une prostituée dès l'adolescence. La mère de Charles Manson ne peut qu'être rabaissée, bien entendu. Je préfère l'envisager comme une flower child des années 30, une hippie avec 30 ans d'avance sur son temps. Ses raisons pour quitter la maison n'étaient d'ailleurs pas différentes de celles des gosses avec qui je me suis retrouvée embringuée dans les années 60. Comme eux, elle a choisi de vivre dans les rues plutôt que de se conformer aux exigences de parents aux vues étroites et autoritaires. Un jour, les parents se réveilleront. Les enfants ne sont pas des idiots. Un foyer est comme une route à plusieurs voies. Toutes les alternatives devraient y être prises en compte. Pour en revenir à maman et à la prostitution, son éducation l'a certainement dissuadée de vendre son corps. Cependant, elle possédait la frivolité propre aux prostituées et, sans être d'une beauté exceptionnelle, c'était une jolie fille. Ses cheveux roux et son teint pâle faisaient tourner les têtes où qu'elle aille. Elle mesurait à peine 1,64 m et se considérait en surpoids dès qu'elle dépassait les 45 kilos. Mais derrière sa coquetterie, ses attraits physiques et son apparente assurance, maman se cherchait et cherchait à être acceptée. Cette quête l'a peut-être amenée à tomber amoureuse trop vite et trop facilement, mais une prostituée à cette époque, non. Plus tard, les coups durs et la vie difficile ont pu la conduire à vendre son corps. Ce n'est pas moi qui la critiquerai. En fait, sachant ce que je sais à présent, j'aimerais que ma mère ait été assez futée pour commencer directement par la prostitution. Non mais... déjà, je vous explique. Sa mère l'a abandonné et très rapidement. Déjà, il n'a même pas de rancune pour sa mère. Non, non. Pour moi, c'est un garçon très sympathique, hein, mais bon. J'espère ne pas être la seule à le penser.
Vous pouvez bien lire ça et penser, évidemment, ce genre de déclaration est typique de Manson, mais pour moi, une putain avec de la classe est sûrement la personne la plus honnête qu'on puisse rencontrer sur Terre, n'est-ce pas? Elle a quelque chose de concret à vendre. Elle en demande un prix. Si le prix est correct, le client est satisfait. La fille peut payer son loyer, s'acheter de quoi manger, et la gamine du coin ne se fait pas violer par un dégénéré infoutu de se contrôler. Merci. Ah, non, parce qu'il y en a qui pensent que la prostitution, c'est mal. Les parents ne se coltinent pas un enfant victime d'abus qui doit survivre à une expérience traumatique. La police n'est pas dérangée et les contribuables ne payent pas pour qu'un gars reste en prison pendant des années. Oui, une prostituée honnête fait davantage que se débrouiller. Elle est utile à la communauté. Merci. Le 12 novembre 1934, alors qu'elle vivait à Cincinnati, en Ohio, ma mère, âgée de 16 ans et pas mariée, donna naissance à un fils bâtard. Les registres de l'hôpital font mention de l'enfant comme inconnu Maddox. L'enfant en question, moi, Charles Miles Manson, était donc un hors-la-loi de naissance. Le type qui avait planté sa graine dans Kathleen était un bonarien, se faisant appeler Colonel Scott. C'était un ouvrier saisonnier travaillant sur un barrage en construction. Et il n'est même pas resté assez longtemps dans les parages pour voir le ventre de ma mère s'arrondir. Un père, mon cul. Je l'ai vu une fois ou deux, en tout cas, c'est ce qu'on m'a dit, mais je ne sais pas à quoi il ressemble. Le nom Manson vient de William Manson, un gars avec qui maman a vécu brièvement après ma naissance. William était beaucoup plus âgé que maman et il a tellement insisté qu'ils ont fini par se marier. Je ne sais pas si c'était sa façon d'essayer de boucler maman à la maison ou si c'était un truc moral parce qu'il y avait un gamin en jeu. En tout cas, c'est à cause de lui que je m'appelle Manson. Mais un père, non. Le mariage n'était pas destiné à durer, et je n'ai aucun souvenir de lui. Je n'ai jamais su si le divorce était de sa faute ou celle de maman. Sans doute de la sienne à elle, elle a toujours été une fille plutôt facile. Lorsque maman s'est sauvée d'un foyer où elle n'avait le droit de rien faire, elle s'est jetée à corps perdu dans sa liberté toute neuve. Elle buvait beaucoup, couchait avec qui elle voulait, ne rendait de compte à personne, et s'éclatait tant qu'elle pouvait. Quand je suis née, elle n'avait pas encore assez vécu, ou pas encore assez profité de sa nouvelle liberté pour assumer des responsabilités de mère. Je ne dis pas que j'étais un enfant non désiré, mais c'était longtemps avant la pilule, et comme beaucoup d'autres mères, la mienne n'était pas prête au sacrifice qu'élever un enfant implique. Avec ou sans moi, maman voulait vivre sa vie. J'étais donc généralement confiée à un parent ou à des baby-sitters, et si la chance lui souriait, elle ne revenait pas me chercher. Mes grands-parents ou d'autres membres de la famille devaient souvent me récupérer et me garder jusqu'à ce que maman décide de rentrer. Bien entendu, je ne me souviens pas de grand-chose, mais vous savez comment c'est. Même au sein d'une famille, si quelque chose de déplaisant peut être dit sur quelqu'un, vous pouvez être sûr que ça circule. Un membre de la famille de maman adorait raconter qu'elle m'avait un jour vendu pour une pinte de bière. Un après-midi, maman était dans un café et j'étais sur ses genoux. La serveuse, qui aurait bien voulu être mère mais n'avait pas d'enfant, lui dit pour plaisanter qu'elle serait prête à payer pour m'avoir. Maman répondit « Une pinte de bière et il est à vous ». La serveuse apporta la bière, maman resta le temps de boire et partit sans moi. Quelques jours plus tard, mon oncle dut écumer la ville pour retrouver la serveuse et me ramener à la maison. En racontant ces trucs sur ma mère, je donne peut-être l'impression de la débiner, et c'est vrai que son comportement était loin d'être conforme aux normes de la société. Mais j'aimais ma mère, je l'adorais même, et si j'avais pu la choisir, je l'aurais choisie. Elle et pas une autre. Elle était parfaite. En ne faisant rien pour moi, elle m'a poussée à agir de moi-même. J'avais environ 6 ans quand ma mère m'a déposée chez mes grands-parents pour ce qui était supposé n'être qu'une journée ou deux. Quelques jours plus tard, je me souviens que mon grand-père m'a emmenée en balade. Une fois hors de la maison, il s'est mis à me parler doucement et à se montrer plus gentil que d'habitude.
Tout en marchant, on faisait la course et d'autres jeux, et il me laissait gagner. Il m'avait fait grimper sur ses épaules et me porter, et je faisais semblant d'être un géant, plus grand que n'importe qui au monde. Puis nous nous sommes assis pour nous reposer. Il m'a entouré de ses bras et, retenant ses larmes, m'a dit: Ta mère ne reviendra pas à la maison avant un bon moment. Je ne sais pas si j'ai eu la gorge nouée parce que mon grand-père s'était mis à pleurer ou parce que je comprenais le sens de ce qu'il venait de me dire. Ma mère et son frère Luther avaient tenté de cambrioler une station-service à Charleston, en Virginie occidentale. À ce qu'il paraît, il s'était servi d'une bouteille de coca comme arme pour assommer le vendeur. Il s'était fait arrêter et avait écopé de 5 ans à la prison de Moundsville State. À Moundsville, maman était consignée dans le quartier des femmes, mais travaillait près du couloir de la mort. Elle devait nettoyer un secteur où se trouvait l'échafaud. La Virginie occidentale exécutait alors par pendaison. Maman a raconté qu'elle était un jour au boulot quand elle a vu des gardiens escorter un homme jusqu'à l'échafaud. En principe, les jours d'exécution, personne ne doit être présent dans les environs immédiats, sauf l'accusé et les autorités de la prison. Par accident ou négligence, on avait oublié de la prévenir. Par peur de s'attirer des ennuis en étant simplement là, elle s'est cachée dans un placard à balai juste à côté de l'échafaud. Quand la trappe s'est ouverte, à cause du poids du type et de la vitesse de la chute, la corde a tranché sa tête et tandis que maman risquait un œil par la porte d'où elle avait une vue imprenable, la tête a roulé sur elle-même jusqu'à l'endroit où elle se planquait. Elle a juré que les yeux étaient toujours grands ouverts et que la mort l'avait littéralement regardée droit dans les yeux. 27 ans plus tard, quand je suis arrivée dans le couloir de la mort à San Quentin, j'ai vu la chambre à gaz. Les 2 fenêtres de la pièce ressemblaient aux 2 yeux immenses de la mort. Immédiatement, j'ai repensé à ma mère et je me la suis représentée regardant les yeux de la mort. En cet instant, j'ai davantage appris sur ma mère qu'à aucun autre moment de mon existence. Pendant que maman purgeait sa peine à Moundsville, c'est à ma grand-mère qu'est plus ou moins revenue la charge de s'occuper de moi, qu'elle le veuille ou non. Je me retrouvais donc dans le foyer dont ma mère s'était échappée 6 ans plus tôt. Discipline de fer, bénédicité avant chaque repas et longues séances de prière le soir avant d'aller au lit. Ne te bats pas, ne vole pas et tends l'autre joue. Je croyais et pratiquais tout ce que ma grand-mère me disait, à tel point que je suis devenue la chochotte du quartier. Au bout de quelques semaines chez grand-mère, on décréta que j'irais vivre avec Joanne, la sœur de maman, et son mari Bill à McMechen, en Virginie occidentale. Mon oncle Bill avait des idées bien arrêtées sur la manière dont les jeunes garçons devaient se conduire, et une mauviette ayant peur de tout ne collait pas avec son idéal du jeune mâle. Je me souviens de lui me disant d'arrêter de pleurer pour un rien et de me comporter en homme, faute de quoi il se mettrait à m'habiller et à me traiter en petite fille. J'imagine que ma conduite ne s'était pas vraiment améliorée. Je suis incapable aujourd'hui de me souvenir de ce qu'il a fait agir ainsi, mais toujours est-il que, pour mon tout premier jour d'école, Bill m'a habillée en fille. J'étais gênée et remplie de honte. Les autres gosses se sont tellement moqués de moi que je suis devenue furieux et que j'ai commencé à me battre avec tout le monde. J'ai oublié de tendre l'autre joue, comme grand-mère avait toujours voulu que je fasse. J'ai pris des coups et versé un peu de sang, mais dans cette école, je suis devenu le petit salopio le plus bagarreur qu'ils aient jamais vu. Ce qui doit avoir plu à l'oncle Bill, puisque dès lors, j'ai porté des vêtements de garçon. Joanne et Bill étaient des braves gens et ont fait de leur mieux avec moi. J'ai vécu chez eux ce qu'on pourrait appeler une vie normale, mais c'est difficile de dire où j'en étais émotionnellement, avec maman en prison et moi chez des gens qui n'étaient pas mes parents. Bordel, je n'ai aucune idée de ce qui pouvait bien me passer par la tête. Ils me traitaient comme il faut. Je me faisais botter le cul quand je le méritais, et j'étais récompensée quand je me conduisais bien. On m'apprenait les bonnes manières, à me laver la figure, me coiffer, me brosser les dents, croire en Dieu et le respecter, comme à n'importe quel autre homme. Mais si c'est pas vos parents, c'est pas pareil.
Je me rappelle encore entendre des adultes parler de moi comme du petit bâtard et des gosses jouant avec moi me dire ta mère est mauvaise, c'est une taularde, ha ha ha. Une année, peu après les fêtes, je me suis vengée de certains de ces gamins qui se foutaient de moi. J'avais passé Noël avec mes grands-parents. Je n'avais reçu qu'un seul cadeau, une brosse à cheveux. Une brosse à cheveux Superman. Alors que j'ouvrais le paquet, ma grand-mère m'avait dit si tu, si tu te brosses les cheveux avec, tu pourras voler comme Superman. Bah merci la croyante menteuse. Jeune imbécile que j'étais, je trimballais cette brosse partout et je passais mon temps à me brosser les cheveux. Ah, c'est beau. Je sautais du haut des porches, de n'importe quoi d'un peu élevé, m'attendant réellement à planer dans les airs comme Superman. Je n'ai jamais volé, et ce mensonge reste à ce jour le seul que ma grand-mère m'ait servi. Les gamins du quartier me narguaient tant qu'ils pouvaient en me montrant leurs cadeaux. Ils avaient eu toutes sortes de jouets, des trains et des wagons électriques, des chapeaux et des jambières de cow-boys. Même aujourd'hui, je ne sais pas s'ils leur en voulaient juste de se moquer de moi, ou si j'étais jaloux de ce qu'ils avaient et pas moi. Mais un jour, j'ai rassemblé tous leurs jouets, tous ceux que j'ai pu trouver, et je les ai ramenés à la maison. J'ai empilé des bûches, jeté les jouets dessus, et j'y ai mis le feu. Ça les a rendus fous. Certains pleuraient, d'autres m'ont menacé, leurs parents ont appelé le shérif. On ne m'a pas envoyé en prison, mais c'était mon premier contact avec la police. J'avais 7 ans. J'en avais environ 8 quand maman est sortie de Mountsville. Le jour où elle est rentrée à la maison reste l'un des plus heureux de ma vie. Je pense que je lui avais manqué autant qu'elle m'avait manqué. Pendant les quelques jours qui ont suivi, nous étions inséparables. J'étais son fils, elle était ma mère, et nous étions tous deux fiers l'un de l'autre. J'ai adoré ça. Je suppose que ma mère aussi. Mais une fille de 23 ans a besoin d'autre chose que d'un fils de 8 ans pour que sa vie soit accomplie. Si maman estimait déjà avoir pris du retard en termes de vécu et d'expérience avant d'aller en prison, elle était désormais complètement à la ramasse. Il est trop tard, plus de 40 ans trop tard, pour y penser, mais tout aurait peut-être été très différent si maman avait poursuivi sa route et m'avait laissé avec ma tante et mon oncle. Elle ne l'a pas fait et j'en étais heureux. C'était quelque chose de vivre avec maman. On bougeait beaucoup. Je n'allais pas souvent à l'école et j'ai foutu en l'air presque tout ce que mon oncle et ma tante avaient essayé de m'apprendre. Maman et moi n'avions vraiment pas une vie ordinaire, mais j'en adorais chaque minute. J'aurais seulement aimé savoir si j'allais être avec elle le jour d'après ou refourguer à quelqu'un d'autre. Quand je ne pouvais pas être en ville avec maman, mon autre endroit favori était chez oncle Jess à Moorhead, dans le Kentucky. La durée de mes séjours avec oncle Jess variait beaucoup. Parfois je restais une semaine ou deux, d'autres fois 2 mois, voire plus. Oncle Jess vivait dans une cabane en rondin surélevée du sol par des poteaux. Jess était un pecno pur et dur, avec barbe, pieds nus, bleu de travail, torboyau fait maison, chien de traque et chasse au raton laveur. La famille était tout pour lui, il aurait fait n'importe quoi pour la protéger. Mais si quiconque dans la famille s'avisait de le contredire, il lui foutait sur la tronche parce que c'était lui le chef. Il avait 4 filles, des beautés, du moins pour des filles de la Cambrousse. J'ai vu plus d'une fois Jess sortir sa carabine pour faire dégager des gaillards qui leur tournaient autour. Les filles étaient parfois tentées de faire des bêtises, mais quand Jess était là, elles se tenaient à carreau. J'ai découvert pourquoi elles étaient si obéissantes le jour où j'ai fait valser un de ces chiens du porche. Fiston, qu'il m'a dit, ce kleps t'a rien fait. T'as pas le droit de le pousser comme ça. Maltraite pas les animaux. Après quoi, il m'a flanqué une raclée que je n'ai jamais oubliée. Il n'était pas du genre bavard, mais quand il parlait, on l'écoutait. Il mettait quelquefois les gens en garde en leur disant « Laissez pas les gamins quitter la région ». Et il avait raison, puisque la plupart de ceux qui sont partis l'ont amèrement regretté ou en sont morts. Oncle Jess lui-même est mort sur ces terres et n'a jamais accepté qu'on l'en chasse. Il a eu maille à partir avec la justice à cause de sa gnôle de contrebande, mais Jess les a niqués. Il a fait sauter son alambic et lui avec. Pour en revenir à mon histoire, avant d'être envoyée à Mountsville, maman savait déjà se débrouiller dans la rue.
Mais c'est en prison qu'elle a véritablement appris toutes les ficelles. Elle a même ajouté une nouvelle dimension à sa vie sexuelle. Je ne l'ai su que des années plus tard, mais pendant qu'elle était à Mountsville, quelques goudous plus âgés qu'elle lui ont fait découvrir que le plaisir sexuel ne se limite pas au rapport entre hommes et femmes. Bien entendu, les homos devaient se planquer à l'époque. Aussi, maman restait-elle très discrète sur ses relations avec d'autres nanas. Du coup, l'imbécile que j'étais à cet âge ne voyait pas d'inconvénient à dormir dans l'autre pièce quand elle invitait une femme à passer quelques jours avec nous. Avec sa roublardise naturelle, plus tout ce qu'elle avait appris en prison, elle en connaissait désormais un rayon en matière d'arnaque. Mais le problème, c'est que c'était une petite gonzesse au tempérament explosif qui aimait bien picoler et ne se laissait pas marcher sur les pieds. Résultat, il nous arrivait parfois de devoir déménager à toute vitesse. Je me souviens d'une nuit où maman a déboulé en courant dans notre minuscule appartement et m'a sorti de mon lit en me disant « Allez Charlie, debout, aide-moi à faire nos bagages, il faut qu'on se tire illico ». Elle travaillait alors comme serveuse au Blue Moon Café à McMation et un client essayait sans arrêt de la ploter. Maman lui avait dit plusieurs fois de le lâcher. Comme il n'en faisait rien, elle avait attrapé la plus grosse bouteille d'alcool qu'elle avait trouvée et lui avait cassé sur la tête. Il était toujours rétamé à terre quand elle s'est barrée. « Magne-toi, Charlie, je viens juste de régler son compte à l'un des frères Zambini, et je vais pas rester dans le coin pour voir s'il est mort ou vivant. Dans les deux cas, je suis dans le pétrin. » Les frères Zambini étaient deux truands que tout le monde craignait en ville, y compris maman. Nous avions souvent dû déguerpir, mais jamais aussi vite que cette fois-là. Pendant les 2 années qui ont suivi, nous avons sillonné le pays, passant de l'Indiana au Kentucky et de l'Ohio à la Virginie occidentale, et sans doute d'autres États encore, plus un nombre incalculable de villes. À 12 ans, j'étais rarement allée à l'école, mais j'avais déjà fréquenté quelques établissements pour délinquants juvéniles, et j'avais cessé de croire que les amants de maman étaient des oncles. En règle générale, j'étais un boulet pour elle. Certains oncles m'aimaient bien, d'autres non. Mais ce sentiment était plus que réciproque. Je n'en aimais aucun. J'imagine que mon ressentiment et ma jalousie à l'égard des oncles qui couchaient avec maman devaient être flagrants, et ça a commencé à créer des conflits entre nous. J'avais 12 ans quand l'amoureux du moment de ma mère a tout fait voler en éclats. Contrairement aux liaisons habituelles de maman, qui ne duraient pas plus de 2 ou 3 jours, ce type était là depuis plusieurs semaines. Une nuit, je me suis réveillée au son de leur voix pâteuse. Ils étaient bourrés et s'engueulaient. Je me souviens surtout de ce que lui disait. « Écoute-moi bien, je me barre. Toi et moi, ça pourrait coller au poil, mais je peux pas blairer ton petit sournois de gamin. » Et maman de répondre. « Pars pas, sois patient. Je t'aime et on va trouver une solution. » Pauvre maman. Elle et moi avions depuis longtemps épuisé la patience des parents et amis susceptibles de m'accueillir. J'étais devenu très capricieux et habitué à ne faire que ce qui me plaisait. On avait essayé une fois ou deux de me placer dans des familles d'accueil, mais aucun parent d'adoption n'avait envie d'être responsable d'un gosse comme moi. Quelques jours après la dispute que j'avais surprise, maman et moi nous trouvions devant un juge. Ma mère, très à l'aise dans l'un de ses meilleurs rôles, se lamentait sur son sort. Elle expliquait au juge que sa vie était très dure et qu'elle n'avait pas les moyens de m'offrir un foyer décent. Le juge finit par dire « Jusqu'à ce que sa mère gagne correctement sa vie et que Charles puisse retourner dans un foyer stable, je lui donne le statut de pupille et le place dans un établissement pour garçons. » Sur le moment, je ne savais pas ce que signifiaient ces mots. J'étais en colère après maman et je ne voulais pas vivre avec elle et son amie. Je n'étais ni déprimée ni perturbée. Le choc m'est tombé dessus le lendemain. Le tribunal m'a placée dans une école religieuse appelée la Gibbolt Home for Boys à Terre Haute, dans l'Indiana. Tout s'est passé normalement lors de mon inscription dans le bureau de l'école, mais une fois les formulaires remplis, j'ai commencé à me sentir bizarre au niveau de la tête et de l'estomac. Quand on m'a conduit au dortoir où j'allais passer les 10 mois à venir, j'étais carrément malade. Je n'arrivais plus à respirer. Je pleurais à chaudes larmes, j'avais les jambes en coton et pouvais à peine marcher. Une force invisible m'écrasait la poitrine et semblait m'ôter la vie. J'aimais ma mère, je la voulais. Pourquoi, maman, pourquoi ça doit être comme ça?
Viens me chercher, laisse-moi vivre avec toi, je ne te dérangerai pas. J'étais seule, plus seule que je ne l'avais jamais été de toute ma vie. Je ne me suis jamais sentie aussi seule depuis. J'étais plus en colère après elle. Je voulais juste être avec elle, vivre avec elle à n'importe quelle condition. Pas enfermée dans une école loin de tout. Passé le choc initial, les jours qui ont suivi n'ont pas été si terribles. Les frères catholiques qui dirigeaient l'école me traitaient correctement, mais faisaient régner une discipline de fer. Toute infraction aux règles en vigueur se soldait par des coups de bâton ou de fouet en cuir, ainsi que par le retrait de tout privilège. J'avais tendance à mouiller mon lit, ce que je ne pouvais absolument pas contrôler, mais qui me valait quand même de recevoir largement plus que ma part de coups de fouet. À 12 ans, je n'étais pas le plus jeune des garçons de l'école, mais comme je mesurais moins d'1,50 m et pesais moins de 30 kilos, j'étais l'un des plus petits. Et donc une proie facile pour les brutes. Guy Bolt n'était pas considéré comme une maison de redressement, mais, hormis l'enseignement religieux, fonctionnait de la même manière. Pareillement, les types qui s'y trouvaient n'étaient pas forcément des délinquants juvéniles, mais partageaient avec eux la même rancœur envers les parents, la loi et les restrictions de l'enfermement. J'ai été confrontée à des choses dont les enfants ordinaires ne font l'expérience que beaucoup plus tard. Ça ne m'est jamais arrivé personnellement, mais j'ai vu des gosses forcés de se prêter à des actes homosexuels. On m'a informé de tous les moyens possibles de contourner la loi, et j'ai vite appris à garder mes émotions pour moi, parce que si vous vous montrez trop attaché à certains aspects de votre vie et à vos habitudes, les autres en profitent pour vous ridiculiser. Guy Bolt m'a enseigné que les amis peuvent être cruels et les ennemis dangereux. Maman venait parfois me voir, mais pas si souvent que ça. Si elle m'annonçait qu'elle viendrait la semaine d'après, je pouvais m'estimer heureuse si elle se pointait 2 mois plus tard. Quand elle venait, elle me disait « Dans pas longtemps, j'aurai un boulot stable et un chouette endroit pour vivre. Alors je viendrai te chercher pour te ramener à la maison avec moi. » On se disait à quel point ça allait être chouette d'être de nouveau réunis. Je grandissais et j'étais plus mûre qu'avant. Je pensais pouvoir lui être d'une grande aide si elle me ramenait à la maison. Tout semblait génial et j'avais hâte de commencer à vivre la vie que nous évoquions. Quand elle s'en allait, je courais retrouver mes copains pour leur raconter. Je rentre bientôt chez moi, ma mère me l'a dit. Quand elle revenait, même topo. Très bientôt, Charlie. C'était son credo. J'ai attendu et attendu. Ça n'est jamais arrivé. Dégoûtée de Guy Bolt et fatiguée d'attendre en vain, je me suis évadée. Bien entendu, je suis allée directement chez maman. Je croyais pouvoir lui montrer combien j'avais grandi et à quel point je pouvais l'aider. Je ne me sentais pas du tout coupable de m'être enfuie. J'étais persuadée que ma mère me prendrait dans ses bras, aussi contente de me voir que je l'étais d'être de nouveau avec elle. Elle allait m'emmener chez le juge et lui dire qu'elle était désormais capable de s'occuper de nous deux. Tout allait marcher comme sur des roulettes. Bon Dieu, je rêvais complètement. À la place, elle m'a balancée, et le lendemain j'étais de retour au Home for Boys. Sauf que je ne me considérais plus du tout comme un boy. Cette fois-là, il n'y a pas eu de pleurs, ou du moins pas de larmes visibles. Je ne me sentais ni faible ni malade, mais je savais aussi que je ne pourrais plus jamais sourire ou être heureux. J'étais remplie d'amertume et je savais que c'était la haine pure. Le voyage du retour à Guy Bolt a été une perte de temps et d'essence. À la première occasion, je me suis de nouveau barrée. Goodbye, Guy Bolt. Goodbye, maman. Oh, c'est bien, hein?